Je vous souhaite la bienvenue pour le webinaire qui va traiter de la loi C-28. Ce qui est important de savoir au niveau de la présentation qu'on vous fait ce matin, c'est une présentation que nous faisons basée sur ce que nous interprétons de la loi. Ce n'est pas un avis juridique. Donc, il y a certaines questions peut-être qui vont subvenir, qui vont plus être des avis juridiques. On pourra vous diriger vers vos avocats. Mais pour le moment, dans le fond, nous, ce qu'on traite, c'est vraiment comment implémenter un centre de consentement. On va revenir un petit peu en arrière sur ce qu'est la nouvelle loi C-28. Avant la loi C-28, il y avait en fait la loi antipourriel, il y avait en fait pas vraiment de cadre législatif pour limiter les envois commerciaux, c'était des emails commerciaux, c'était surtout la bonne pratique marketing qui disait que ça devait être du marketing de permission. Donc, ce qu'on faisait, dans le fond, c'était le opt-in. Même avant ça, il y avait le double opt-in qui était là. Depuis quelques années, c'était le opt-in simple, c'est-à-dire quelqu'un s'abonne et il est automatiquement abonné. Avant ça, c'était le double opt-in, quelqu'un s'abonnait, il était inactif. Puis par la suite, dans le fond, il pouvait, en recevant un courriel, confirmer son abonnement. Donc, c'est ce qui était avant la loi C-28. La grosse différence avec la loi C-28, présentement, il y a quelques différences, mais une des grosses différences, c'est qu'elle donne de nouvelles opportunités. Donc, maintenant, il existe un consentement qui s'appelle implicite. Ce consentement-là est régi par une relation d'affaires. Ce que dit la loi, c'est que si vous faites affaire avec si une personne fait affaire avec vous, un client, vous avez 2 ans suivant la dernière transaction. Donc, si par exemple, vous êtes une association et que vous avez un client qui s'abonne, qui a un membership pendant 1 an, à la fin de cette année-là, s'il ne renouvelle pas, vous avez 2 ans suivant la fin de cette année-là pour continuer à communiquer avec lui. Et pour une demande d'information, c'est 6 mois. Si par contre, si vous faites des transactions et que c'est un achat, c'est 2 ans suivant la dernière transaction. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'un programme de fidélité est un client actif. Ça va vraiment être au niveau de votre cadre, au niveau de vos pratiques d'affaires qu'il faut définir ça. Quand je parle d'un programme de fidélité, vous savez, des fois, il y a des programmes de fidélité dans lesquels les gens vont s'abonner pour avoir une carte, mais les gens n'utiliseront pas la carte fidélité. Ils vont la laisser dans leur portefeuille ou à la maison. Donc, c'est vraiment à vous de définir si pour vous, un programme de fidélité, quelqu'un qui s'est inscrit à un programme de fidélité, votre droit se termine 1 an suivant l'activation de la carte ou si vous continuez à le faire. C'est sûr que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a les nouvelles opportunités, ce qu'il faut savoir, c'est que ça veut dire que vous avez le droit de communiquer basé sur la relation que vous avez. C'est pas parce qu'une personne a acheté un produit chez vous qu'une autre division a le droit de faire les communications auprès de cette personne-là. Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est dans le fond, continuer à utiliser les meilleures pratiques, les bonnes pratiques de l'industrie, c'est-à-dire à vous assurer de ne pas faire d'envoi à des gens qui n'ont pas d'intérêt. De toute façon, l'idée dans votre courriel, c'est pas d'avoir la plus grosse base de données, c'est dans le fond d'avoir les personnes qui sont les plus intéressées par votre produit ou service. Donc, au niveau des communications permises, quand on parle de communication, quand on parle de la loi, on parle de courriel commercial. Un courriel commercial, c'est un courriel qui, de soi, fait la promotion d'un produit ou service. C'est ça, j'ai rencontré un client la semaine dernière, il me posait la question, est-ce que si j'envoie un sondage à quelqu'un, une demande pour compléter un sondage, ça fait partie d'une communication commerciale? Certains vont dire oui, certains vont dire non, certains vont dire si on met à l'intérieur une possibilité de gagner quelque chose, de gagner un produit ou un service en lien avec vous, oui, ça devient un courriel commercial, mais encore là, c'est vraiment basé sur ce que vous voulez mettre en place et les règles que vous voulez régir. Donc, au niveau du courriel commercial, présentement, les communications que vous pouvez envoyer, c'est pour ceux que vous avez un consentement explicite. Un consentement explicite, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous a dit « Oui, je veux recevoir cette communication-là ». Le consentement implicite, comme on parlait tout à l'heure, qui est un consentement, dans le fond, qui vient d'une relation d'affaires. Et également, la loi, ce qu'elle vous dit, c'est que si vous avez une relation d'affaires existante, même avant la mise en application de la loi, vous avez pour une durée de 3 ans le droit d'envoyer. Encore une fois, c'est vraiment basé sur vos pratiques d'affaires. Je rencontrais, moi, un client la semaine dernière qui me disait d'envoyer des courriels, qu'une personne clique sur le courriel, pour eux, c'est pas une relation d'affaires. D'autres vont dire, non, si j'envoyais des courriels à la personne, qu'elle sait que c'est des envois promotionnels, c'est des newsletters qui traitent de mes produits ou services, je prends pour acquis que j'ai 3 ans suivant la mise en application, c'est-à-dire le 1er juillet, pour pouvoir communiquer avec cette personne-là et aller chercher le consentement explicite.
Au niveau des communications exclues, il y a quelques communications que vous pouvez envoyer, que vous n'avez pas besoin d'avoir un consentement qui soit implicite ou explicite. C'est-à-dire, c'est sûr, quelqu'un qui vous pose une question, vous n'avez pas besoin d'avoir un consentement pour répondre à cette demande-là. Une confirmation d'une opération ou de transaction, quelqu'un qui fait un achat sur votre site, ne doit pas passer par un centre de consentement. Automatiquement, le message doit lui être envoyé. Les messages d'information factuelle sur un produit, une fin de garantie, vous êtes dans le domaine alimentaire, un rappel de produit, donc c'est des messages qui sont d'informations factuelles qui n'ont pas à passer par le centre de consentement, qui peuvent être envoyés sans avoir de consentement. Et, bon, quand on parle d'information de mise à jour du programme, si vous avez un programme de fidélité ou peu importe, ou aussi, dans le fond, parce que souvent, quand on va, quelqu'un va s'inscrire à un programme de fidélité ou tout autre programme, à ce moment-là, on va lui, dans le contrat qui nous engage avec cette personne-là, on va spécifier que cette personne-là accepte de recevoir des communications. Donc, c'est votre contrat, finalement, qui va faire foi là, de consentement. Au niveau de vos messages, il n'y a pas grand-chose à changer au niveau de vos messages. Ce qui est important de savoir, c'est que vous devez avoir un lien de désabonnement qui est simple et qui est valable pour 60 jours. Ce que ça veut dire simple, demander un nom d'utilisateur et un mot de passe, ce n'est pas calculé comme étant un désabonnement simple. Donc, la personne doit pouvoir se désabonner de façon simple. Ça doit être un lien dans un message. Ça peut être en plusieurs étapes. On va en reparler tout à l'heure des possibilités qu'on peut mettre en place pour des formulaires de consentement. Mais dans le fond, le désabonnement doit pouvoir se faire facilement. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un expéditeur qui est clair. Donc, c'est-à-dire d'avoir vos coordonnées à l'intérieur et que la personne puisse communiquer avec vous pendant 60 jours. Donc, c'est des choses habituellement qui sont de base que je pense que la majorité font, mais peut-être si vous n'avez pas de signature dans le bas de vos courriels, que ce serait important d'avoir une signature dans laquelle vous avez vos coordonnées complètes. Au niveau de la preuve, ce qui est important de savoir aussi, c'est que présentement, c'est vous qui avez le fardeau de la preuve de prouver que vous avez reçu un consentement. Donc, les plaintes vont être déposées par affidavit. Puis, dans le fond, c'est vous qui devez démontrer à quel moment que vous avez reçu le consentement et à partir de quelle source. La personne a 3 ans suivant la réception de son courriel pour déposer une plainte. Donc, vous devez être en mesure, si quelqu'un vous fait une plainte, par exemple, dans 2 ans, pour un message qui va être envoyé au mois d'août cette année, vous devez être en mesure de retracer au mois d'août de cette année si effectivement vous aviez un consentement et ce consentement venait de quelle relation d'affaires si c'est un consentement implicite ou de quel formulaire, processus si c'est un consentement qui est explicite, donc une personne vous a soumis un consentement. Les plaintifs, donc, peuvent porter la plainte pendant 3 ans. Donc, ce qui est important aussi, idéalement, c'est de conserver un historique de vos communications, d'être en mesure de dire, il y a 3 ans, j'ai envoyé ce courriel-là. Et également, pour faciliter la recherche, parce que vous savez, quand vous allez, certains de nos clients utilisent encore l'adresse électronique comme clé primaire. Donc, si quelqu'un dit, j'ai reçu un email à cette adresse-là, vous devez être capable de retracer cette adresse-là dans votre base de données. Donc, idéalement, on va conserver l'historique des changements de courriel pour pouvoir faire une recherche aisément pour dire, OK, à quelle adresse électronique est-ce que le changement a été, à quelle adresse électronique le message avait été envoyé pour pouvoir le retracer. Donc, comment on s'y prépare? On a passé assez rapidement les fondements de la loi. Ça fait quand même depuis 2012, nous, qu'on fait des formations sur ce sujet-là. Si vous avez besoin de plus d'informations, on vous invite à consulter notre site, c28.dialogueinsight.com. Mais présentement, ce qu'on veut parler, c'est comment s'y préparer. Ce qui est important, la première chose, c'est qu'il faut identifier les consentements et les publications qui vont être liées. On va les repasser tout à l'heure. Encadrer les méthodes de collecte de données. Créer un centre de consentement. Gérer efficacement les mises à jour au consentement et au profil. Et transformer les consentements implicites déjà reçus. Donc, si on commence au niveau des consentements, vous avez probablement, vous faites des envois pour des bulletins d'information. Certains de nos clients ont seulement un type d'envoi, donc c'est je suis inscrit aux envois ou je ne suis pas inscrit. Où on va vouloir peut-être plus aller, présentement avec les consentements, c'est de donner la possibilité à une personne de dire quel type de communication elle veut recevoir. Donc, est-ce qu'elle veut recevoir le bulletin XYZ ou le bulletin ABC ou des offres promotionnelles avec des partenaires. Donc, dans le fond,
ce qu'il faut à la base, c'est prendre toutes vos communications que vous faites actuellement, voir dans quelle, est-ce que c'est une communication qui est ciblée par la loi, donc est-ce que c'est une communication qui est promotionnelle? Si oui, de voir comment vous allez pouvoir regrouper ça. C'est sûr que ceux qui ont, comme je dis, juste un ou deux types d'envois, c'est facile, mais si vous avez un réseau ou plusieurs divisions, ce qui est important, c'est que la loi s'applique à toutes les divisions. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut plus entendre parler de votre compagnie, les consentements doivent être partagés au travers de ces compagnies-là. Donc, il faut offrir la possibilité aux gens de vous donner des consentements sur des communications, mais également de retirer leur consentement à tout. Une autre des choses, c'est quand on parle de consentement, si vous avez des magasins à travers, vous avez des franchises ou vous avez un réseau de représentants, ces représentants-là, est-ce qu'ils font des envois promotionnels? Est-ce qu'ils font des communications directement à leur clientèle? Si oui, il y a deux choses, soit qu'on les encadre. Dans le fond, je pense que la première chose, c'est vraiment de les encadrer pour leur parler de la loi, de leur dire qu'est-ce qu'il y en est avec la loi, quelles sont les obligations maintenant, et également voir avec eux, mettre des méthodes en place qui pourraient être une méthode que leurs envois à eux vont également passer par un centre de consentement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut créer un centre de consentement, on crée un formulaire avec des cases à cocher qui dit « je veux recevoir tel type de communication ». On s'entend qu'on ne veut pas avoir un formulaire avec 80 cases à cocher. Donc, il faut idéalement regrouper nos communications pour pouvoir offrir aux gens la possibilité de choisir à quoi ils veulent s'abonner. Est-ce qu'il y a, dans le fond, je ne sais pas si parmi vous, il y a des compagnies qui ont plusieurs divisions, mais ça veut peut-être dire que s'il y a plusieurs divisions, que le centre de consentement doit pouvoir traiter les consentements de chacune des divisions. Souvent, ce qu'on va voir au niveau des consentements, on parle de bulletins. Ensuite de ça, on va donner, est-ce que vous voulez recevoir nos sondages? On parlait des sondages tout à l'heure. Est-ce que vous voulez recevoir les invitations pour les concours? Ça pourrait être toutes des cases séparées ou il pourrait avoir juste deux cases qui seraient les bulletins et les autres envois. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez séparer votre centre de consentement. Une fois que ça, c'est fait, dans le fond, ce qu'il faut, c'est aller chercher, voir à la collecte de données pour les consentements explicites. C'est aller voir dans vos abonnés que vous avez actuellement, quels sont ceux pour qui vous pouvez confirmer avoir eu un consentement. Le consentement peut venir de plusieurs sources, donc il peut venir du site web, c'est-à-dire idéalement, ça vous prend le nom du formulaire qui a été utilisé par la personne et la phrase d'acceptation. La phrase d'acceptation, c'est la phrase que la personne a cochée pour dire « oui, j'accepte de recevoir ». Ce qui est important aussi avec la loi maintenant, c'est que les cases précochées ne sont pas vues comme étant un consentement explicite. C'est-à-dire, si vous forcez et que la case, quand la personne arrive sur le formulaire, qu'elle est déjà cochée, c'est pas considéré comme un consentement. Ce qu'il faut, c'est que la personne fasse une action pour s'abonner. Donc, la phrase d'acceptation doit dire à quoi la personne s'abonne. Vous pourriez avoir, par exemple, pour des concours, souvent ce qu'on va voir quand on fait les concours ou d'autres sources d'acquisition, on va dire à la personne, est-ce que vous souhaitez vous abonner à tous les envois de la corporation parce qu'on ne veut pas mettre les 5-6 cases à cocher qu'on a habituellement. Et par la suite, on donne la possibilité à la personne de modifier son abonnement en allant sur les cases. Donc, ce qui est important, et dans d'autres cas, si vous avez un formulaire expressément pour votre bulletin d'information, ça va être de dire, ben, cochez la case quand même pour pouvoir vous inscrire. Donc, c'est important de garder la source, donc c'est-à-dire le nom du formulaire et la phrase d'acceptation. Au niveau du face-à-face, c'est un petit peu plus difficile. Dans le fond, il faut conserver les preuves, le message de confirmation. Idéalement, ce qu'on suggère, au niveau du face-à-face, papier aussi, puis même téléphonique, ça va être d'envoyer un message de confirmation à la personne, de dire on s'est rencontré à tel endroit hier, ou vous vous êtes inscrit à telle chose, via tel formulaire à tel endroit. Voici, nous confirmons votre inscription. Au niveau du face-à-face, il y a aussi le mode téléphonique. Si vous avez des gens, vous avez un centre d'appel qui peuvent récolter des consentements. On a certains de nos clients présentement qui nous demandent à voir si on peut conserver la trace. Dans le fond, c'est l'appel finalement là, comme preuve. Oui, théoriquement, vous devez conserver la preuve téléphonique du consentement. Au niveau de la preuve papier, mais dans le fond, c'est la preuve documentaire qui va être utilisée pour confirmer. Dans le fond, si vous utilisez déjà une technologie pour faire vos envois, c'est assez simple de toute façon parce qu'habituellement, vous êtes capable, par rapport à vos formulaires, d'être capable de dire cette personne-là s'est inscrite à partir de tel formulaire. Donc, ce que vous faites des exports de données, de fichiers. Et dans vos fichiers, vous allez ajouter les sources. Si vous avez importé
ajouter des fichiers pour des concours, mais vous avez tout simplement à reprendre le même fichier et à ajouter dans votre fichier l'information à savoir à quelle date ce concours-là a eu lieu, s'il a eu lieu sur une autre plateforme, et quelle était justement la phrase d'acceptation. Donc, c'est des choses qui sont assez simples présentement. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas, excusez, j'entends des sons. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas à aller chercher le consentement de tous ces gens-là. Si on est capable de prouver le consentement, on est capable de dire que c'est des consentements qui sont explicites. Pour ceux qu'on n'est pas capable, qui peuvent être une liste qu'on a reçue ou un import qu'on a fait, mais on n'est pas capable, ces gens-là, on pourrait les considérer sans consentement explicite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez déjà le marketing de permission, il n'y a pas de panique à y avoir. Vous pouvez déjà continuer à faire vos envois et à continuer à communiquer avec ces gens-là. Au niveau des consentements, des collectes de données implicites, c'est aussi très facile. Dans le fond, c'est d'obtenir la date du dernier achat ou de la fin d'un membership et d'ajouter ça dans votre base de données. De cette façon-là, vous pouvez facilement dire, bon, mettons qu'on voit ça dans un fichier Excel, la dernière colonne de votre fichier pourrait être la dernière date d'achat. Puis à ce moment-là, à partir de ça, vous calculez un 2 ans suivant cette date-là pour être en mesure, d'avoir le consentement implicite. Et pour une demande d'information, ce serait 6 mois. Donc, c'est assez simple de faire des imports de fichiers et d'ajouter cette valeur-là dans votre fichier. Ce qui est important de savoir, c'est que le centre de consentement doit être utilisé pour toutes les communications promotionnelles, par toutes les divisions et idéalement par tous les outils d'envoi. Si vos représentants font des envois ou vos franchises font des envois avec des outils comme Outlook ou d'autres outils, idéalement, ils doivent s'assurer avant de communiquer avec cette personne-là, savoir si ils ont le droit de communiquer avec elle. Donc, s'il faut centraliser l'information sur toutes les sources, et est-ce que ça veut dire qu'il y a un seul outil pour faire des envois? Non, il pourrait y avoir plusieurs outils pour faire des envois, mais vos consentements doivent être regroupés dans un seul centre. Au niveau de centraliser l'information, ce que ça veut dire, c'est que vous avez, on parlait de données transactionnelles, on parle d'un CRM pour vos prospects, on parle de vos envois par OpenField. Il faut identifier, il faut trouver la clé qui va nous permettre d'identifier le même client. Présentement, il y a certains de nos clients, je dirais non, la majorité de nos clients vont utiliser l'adresse électronique. Un consentement va être donné à une adresse électronique. Il pourrait être donné, par contre, à un numéro de client. Si tous vos clients ou vos prospects ont des numéros, on pourrait les associer à un numéro de client. Mais habituellement, présentement, la façon que nos clients le font, c'est qu'ils vont regrouper toutes leurs bases de données par adresse électronique. Et à ce moment-là, ils vont dire le centre de consentement est par adresse électronique. Donc, si une personne, je veux communiquer à une adresse électronique et que cette personne-là m'a enlevé son consentement, donc je ne pourrai plus communiquer avec cette personne-là. C'est sûr que ça va bien. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a plusieurs qui ont différents systèmes, mais c'est sûr que ça va bien quand on utilise un seul système pour faire les envois et qu'on gère par adresse électronique. Mais si vous avez plusieurs systèmes avec des clés différentes, par exemple, vous avez dans votre CRM, c'est un numéro de client, dans votre système transactionnel, c'est un autre numéro de client, et dans OpenField, c'est autre chose, il y a des mécaniques qui peuvent être des mécanismes qui peuvent être mis en place pour récupérer tous ces clients-là, les regrouper ensemble et, dans le fond, créer un centre de consentement qui va par la suite aller porter l'information dans chacun de vos systèmes. C'est sûr qu'on arrive à des systèmes un petit peu plus complexes. On a fait plusieurs implantations dans les derniers mois. Donc, si vous avez plusieurs systèmes qui communiquent, plusieurs systèmes intégrés ensemble, on vous invite à communiquer avec nous. On pourra, on fait des audits gratuits à savoir de quelle façon on vous suggère de faire l'implantation. Donc, vous pouvez nous appeler puis on pourra passer quelques heures avec vous pour voir vos projets et voir vos besoins pour s'assurer de trouver la meilleure façon pour gérer votre centre de consentement. Au niveau des mises à jour, il y a plusieurs possibilités pour les consentements. Quand on parle d'un consentement, je parle des consentements qui sont surtout explicites ici. C'est sûr que si on a plusieurs divisions qui font des envois, on va probablement plus opter sur un désabonnement, un type de communication. C'est-à-dire la personne va cliquer sur un lien et on va lui dire « Est-ce que vous souhaitez vous désabonner de ce type de communication-là » On va lui présenter et il va se désabonner seulement de ce message-là.
il y a l'autre façon, qui est une très bonne façon aussi, c'est d'offrir à la personne de sélectionner les communications qu'elle souhaite recevoir. Donc, elle clique sur un lien dans un message et on lui présente une liste avec des cases à cocher, des cases qui sont déjà cochées, ce sur quoi elle reçoit, et d'autres cases qui ne sont pas cochées, ce qu'elle pourrait recevoir. Et à ce moment-là, elle fait une mise à jour de ses consentements. Ce qui est très important, c'est de pouvoir offrir le désabonnement complet aux envois marketing de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut toujours offrir l'option de dire non, je ne veux plus rien recevoir de vos communications. Il y a aussi, bien entendu, certains clients qui vont peut-être se plaindre et que vous savez d'ores et déjà qu'ils veulent pas entendre parler de votre compagnie parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience ou peu importe. Donc, c'est sûr qu'il existe toujours ce qu'on appelle, nous, le kill file, qui est en fait de notre côté à nous, le kill file, c'est lorsqu'on reçoit une plainte de courriel. Bon, vous savez, dans les webmails, maintenant, il y a des fonctions qui permettent aux gens de dire « je ne veux plus recevoir » ou « ceci est un spam ». Donc, nous, ces gens-là vont être ajoutés au kill file. C'est-à-dire que la façon dont ça fonctionne dans OpenFill, c'est que quand la personne est ajoutée à ça, peu importe le projet que vous utilisez dans OpenFill pour faire vos envois, il n'y a aucune communication qui va être envoyée à cette personne-là. Ce qui est important, c'est que le kill file, présentement, ne va pas, il faut rajouter des règles si jamais la personne fait une transaction puis qu'elle dit oui, je veux recevoir ma confirmation de transaction parce que présentement, si nous, on envoie les confirmations de transaction et qu'on n'a pas de règles en place, on n'enverra pas. C'est vraiment le kill file, une façon de dire non, cette personne-là ne veut rien recevoir, elle nous a déjà fait une plainte et elle va nous traiter comme un spammer si on continue à faire des envois. Et il y a, bien entendu, ce qu'il ne faut pas oublier, puis c'est une information souvent que nos clients oublient parce qu'ils disent, bon, on va gérer le centre de consentement chez nous, mais il y a des éléments que nous, on reçoit qui ne sont pas nécessairement transférés chez vous si vous gérez vos propres formulaires d'abonnement et de désabonnement. C'est ce qu'on appelle le feedback loop. Le feedback loop, c'est encore certains webmails qui vont offrir l'option à même le webmail de désabonnement. Ces désabonnements-là vont être traités. Nous, on reçoit de la part du webmail une information qui nous dit cette personne-là veut se désabonner. Donc, nous, on les désabonne. Donc, même si vous gérez votre centre de consentement de votre côté, il est important de venir récupérer cette information-là pour le mettre dans votre centre de consentement afin que les gens puissent, afin que vous puissiez enlever cette personne-là de vos listes. Comment on peut acquérir les consentements? Différentes façons. Comme je disais tout à l'heure, il y a certains de nos clients qui disent à partir du 1er juillet, si ils n'ont pas reçu de consentement explicite, ils vont tout simplement éliminer les contacts de leur base de données. Donc, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être mises en place. Les méthodes, c'est soit un scénario marketing automatisé. Donc, dans le fond, c'est qu'on pourrait définir une séquence de messages. Par expérience, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est dans le domaine et qu'on a déjà eu à réabonner des gens pour confirmer leur abonnement, envoyer un message puis de demander aux gens de se réabonner, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, c'est peut-être la dernière étape à faire. Au niveau des scénarios marketing automatisés, on pourrait, par contre, offrir à la personne de mettre à jour son profil pour obtenir de l'information supplémentaire, pour obtenir de l'information personnalisée. Donc, on va opter plus pour des méthodes de mise à jour de profil pour dire, écoutez, venez mettre à jour votre profil et dans cette mise à jour de profil-là, on va demander le consentement. Ça pourrait être, on peut offrir un rabais à la personne si elle fournit plus d'informations ou si elle s'abonne. Donc, et il y a aussi l'autre méthode qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle les blocs contenus dans les messages. C'est-à-dire que quand vous faites 2 envois à vos contacts, vous pouvez facilement rajouter des blocs dynamiques dans vos messages qui vont dire est-ce que j'ai ou non un consentement explicite. Et si je n'ai pas le consentement explicite, je vais juste rajouter, ça peut être à l'entête de votre message, ça peut être dans une zone spécifique, une zone qui va inciter les gens à dire, bon, mais écoutez, si vous voulez continuer à recevoir ou si vous voulez une communication plus personnalisée, cliquez ici et on dirige vers un formulaire. Mais il y a seulement les gens qui n'ont pas de consentement explicite qui vont voir ce message-là. Et l'autre chose qu'on peut faire également, c'est mettre un intercepteur. Un intercepteur, c'est que si quelqu'un clique sur un lien dans un message, on peut facilement le diriger sur une page pour lui dire, écoutez, présentement, vous êtes intéressé, est-ce que vous désirez continuer à recevoir l'information? Donc, de cette façon-là, on capte les gens qui ont un intérêt à votre communication et on les dirige vers le message ou vers l'article qu'ils désiraient voir.
Donc, comme j'en parlais au niveau des stratégies de contenu, ce qui est important lorsque vous voulez aller chercher les consentements explicites, c'est, dans le fond, de vraiment prendre une stratégie de message qui a un plus pour le client et non un plus pour vous. Envoyez pas un message qui dit, bon, mais la loi C28 qui s'en vient, pouvez-vous confirmer votre abonnement, parce que les gens n'ont pas de plus-value là-dedans. Donc, il faut démontrer votre plus-value pour offrir à la personne de donner son consentement. C'est sûr qu'on vous suggère encore de faire des segmentations des envois selon la relation d'affaires. Si c'est un client qui a cliqué il n'y a pas longtemps, vous pourriez offrir quelque chose de différent et de faire du A/B testing pour vous assurer d'avoir la meilleure solution, d'utiliser la meilleure tactique pour acquérir vos consentements. Donc, ce qui est important donc de savoir avec la nouvelle loi, c'est que à partir du 1er juillet, vous n'avez pas besoin de paniquer. Il y a vous pouvez continuer à communiquer avec vos gens. Il faut par contre aller rechercher le consentement pour ceux que vous ne pouvez pas. Ceux que vous pouvez, dans le fond, c'est de les identifier dans votre base de données, de pouvoir dire cette personne-là s'est abonnée et j'ai une confirmation et je suis capable de prouver que j'ai une confirmation. On a dans OpenFill, puis je ne fais pas la présentation nécessairement de l'outil OpenFill aujourd'hui, on a dans l'outil OpenFill un centre de consentement qui est déjà créé, qui est déjà disponible, qui vous permet de tracer l'historique. Parce que ce qui est important de savoir, quand vous avez des cases à cocher dans un formulaire, quelqu'un s'abonne dans un formulaire, puis il coche une case. Si vous ne gardez pas une trace des modifications, c'est-à-dire quelqu'un s'abonne en 2010, s'est abonné, il s'est désabonné en 2012 et il s'est rabonné en 2013, vous devez conserver une trace de tous ces abonnements, des abonnements-là. Parce que si la seule information que vous avez, c'est de dire cette personne-là, à cette date-là, on sait qu'à cette date-là, on a commencé à y envoyer des communications, ça ne fait pas partie d'une preuve. Il faut vraiment aller chercher l'information. Donc, nous, avec le centre de consentement qu'on a créé, vous avez vraiment l'historique complet, à savoir avec les champs d'abonnement qui vous dit à telle date, cette personne-là s'est abonnée, à telle date, elle a modifié son profil, elle s'est désabonnée, à telle date, elle s'est réabonnée. De cette façon-là, vous avez vraiment une preuve d'envoi. Et basé avec les champs d'abonnement qu'on a créés, on a aussi les types de communication qui vont gérer automatiquement. C'est-à-dire que dans un type de communication, vous allez pouvoir, vous savez, bon, pour nos clients, quand vous créez un message, vous attribuez toujours une catégorie à votre message. Les catégories de messages ou les types de communication servent également à gérer les consentements, c'est-à-dire que dans un type de communication, si vous activez le module de consentement, vous allez pouvoir, dans le fond, définir les règles. Dire, par exemple, le bulletin d'information XYZ, je l'envoie à ceux qui ont cette case-là de cocher et ceux que le consentement est implicite que la date de dernière transaction est dans les deux dernières années. Donc, de cette façon-là, vous n'avez pas besoin de vous tracasser au niveau des groupes. Lorsque vous allez faire vos envois, automatiquement, si vous sélectionnez le type de communication bulletin XYZ, automatiquement, les règles vont être appliquées. Donc, c'est beaucoup plus simple pour le faire. J'ai terminé, je suis rentrée à peu près dans mon temps. Vous savez, 30 minutes, c'est assez rapide. On va faire un prochain webinaire dans lequel on va parler de tactiques d'acquisition de consentement. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible pour répondre à vos questions sans problème. Et vous avez aussi, pour en savoir davantage, le site c28.dialogueinsight.com. Sur le site c28.dialogueinsight.com, vous avez deux outils qui sont intéressants, qui sont situés en bas à droite. Vous avez un premier outil qui est un checklist, dans le fond, qui vous pose des questions sur qu'est-ce que vous devriez faire. Et ensuite de ça, vous avez un autre lien qui est un quiz qui en fait vous permet de passer à travers une série, un questionnaire et à la fin, selon les réponses que vous nous avez données, on va vous dire quelles sont les choses que vous devez évaluer. On pourra, lorsqu'on va vous envoyer le courriel demain ou cet après-midi, suite avec la présentation, on pourra vous mettre un lien vers ces deux outils-là. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions? Oh, quelle est la différence entre une communication promotionnelle et informationnelle? La communication promotionnelle, c'est la communication, dans le fond, qui va faire la promotion de votre produit et service. Vous savez, même un bulletin d'information qui fait la promotion de votre expertise va être calculé comme un envoi promotionnel. Ce qui est informationnel, c'est vraiment, comme je disais, un rappel, une information sur une garantie, c'est vraiment factuel. Je vous invite à lire la loi. Je sais que c'est un petit peu long, mais dans le fond, à lire la loi par rapport
à la description d'un envoi promotionnel. Il y a probablement aussi de l'information sur notre site C28 à savoir quelle est la différence entre les deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si votre objectif, c'est de vendre votre entreprise, que ce soit en démontrant votre expertise ou que ce soit en vendant vos produits, ça devient un envoi promotionnel. Alors, il semble qu'on n'a pas d'autres questions. De toute façon, vous pourriez aussi nous envoyer vos questions au besoin par courriel. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.